Pour conclure cette série d'épisodes concernant la figure de l'ermite, arrêtons-nous aujourd'hui sur l'idée centrale qui s'en dégage, celle de l'indépendance. L'indépendance comme force activée par notre volonté. L'homme, nous l'avons vu, n'a accès à la sagesse que parce qu'il sait se montrer rebelle. Rebelle au système, au bruit qui court, à la grande mécanique de la société. Qui aurait pensé que derrière cette silhouette à barbe blanche vibrait le cœur d'un punk, d'un anarchiste, d'un affranchi? C'est bien la désobéissance qui donne accès à la sagesse. C'est paradoxalement en décidant de ne pas souscrire à ces règles que l'on devient un meilleur individu parmi le monde des hommes. Plus serein, parce que moins dupé, plus généreux, parce que désintéressé, plus authentique, parce que moins corrompu. L'indépendance, n'est-ce pas l'une des nuances de la liberté? Et elle ne se résume pas à un idéal ou à un état d'esprit flottant. L'indépendance, c'est une action. L'indépendance, c'est une prise de position. Et par définition, c'est d'abord celle de refuser toute dépendance, quelle qu'elle soit. Et les chaînes sont nombreuses et prennent de multiples visages. La dépendance peut s'incarner dans une fumée, comme dans une relation, dans un travail, comme dans un écran. La dépendance est plus vicieuse quand elle se déguise en plaisir, plus sournoise quand elle s'insinue discrètement dans notre gourmandise, comme le venin du sucre. Dans les épisodes précédents, il n'a été question finalement que d'une démarche de détox, de désintoxication. Passé une certaine dose, on s'expose au danger du poison, que ce soit le flot d'informations continues, les sollicitations incessantes des autres, la publicité et les suggestions qui nous pénètrent insidieusement comme un parfum que l'on porte par habitude et qu'on ne sent plus sur soi-même. À cause aussi de ces masques qui nous obstruent les voies respiratoires et nous contraignent le souffle. Après une année peu banale qui a bousculé nos modes de vie, de consommation et de représentation, prenons sereinement l'expérience comme une opportunité. Désirer un retour à la vie d'avant est une sottise, car ce serait désirer les mêmes causes qui provoqueraient les mêmes conséquences dont nous souffrons aujourd'hui. Fou serait celui qui souhaiterait ce qu'il appellerait un retour à la normale. Mais ce que nous avons nommé la normale était devenu le contenant poreux, perméable, la capsule fêlée du mal qui nous anéantit aujourd'hui. Il serait inconscient, incongru, indigne, et même obscène, de vouloir restaurer un monde ainsi gâté. Gravissons un sommet et observons d'en haut. Le panorama, le monde normal, c'est ce monde d'aujourd'hui, celui qui est sous nos yeux. Ne soyons pas dans le déni, la situation actuelle n'est qu'une suite logique. Une crise, qu'elle soit mondiale ou individuelle, une crise n'est toujours que le produit d'un excès, d'un abus, d'un trop-plein, d'un dérèglement. Le message est fort, c'est une alerte, c'est une alarme qui nous assourdit. Le message est fort, mais il n'est pas désespéré. Dans ce tremblement, n'essayons pas de sauver les meubles en les retenant de toutes nos forces. N'essayons pas de sauver ces meubles dont le poids nous emporte dans leur chute. Ces meubles dont les angles nous blessent, dont les parois nous assomment. Laissons
tomber ce qui doit tomber. C'est que ce n'était pas bien solide, c'est que ce n'était pas bien stable. Finalement, ce qui s'écroule n'était peut-être construit que sur du sable. Laissons tomber, tout autour. Dans ces secousses, ce n'est pas en nous accrochant à tout prix que nous allons garder l'équilibre, mais en nous détachant, en nous dégageant, en écartant les bras et en ouvrant les mains. Ne perdons pas notre temps, notre énergie, ne perdons pas notre génération à rafistoler. Ne recommençons pas, ne reproduisons pas ce schéma qui consiste à fabriquer, réclamer, ingérer des poisons, puis à espérer fabriquer, réclamer, ingérer des antipoisons. L'occasion est trop belle. Et il y a des débris sur lesquels nous devons nous féliciter de danser. Sagement, froidement, nous le savons. Il y a certaines industries, certains commerces qui ne devraient pas réouvrir, et ce pour le bien de tous. Nous y avions cru. Eh bien, nous nous étions trompés. Il est temps de les regarder mourir de leur belle mort, naturelle. Il est encore temps de rectifier le tir pour qu'il n'atteigne pas le cœur de nos enfants. Il est encore temps d'arrêter de ramper en réclamant encore et toujours comme des chiens un peu plus de pouvoir d'achat, alors que nous pourrions nous redresser dignement et prendre le pouvoir, celui de ne pas acheter. Arrêtons de vouloir préserver nos chaînes quand leurs maillons sont rongés par la rouille. Ne perpétuons pas ce feu, n'allumons pas nos torches aux flammes de cet incendie. Trouvons la lumière en nous. Imaginons ailleurs. Et laissons derrière la flambée fascinante de nos anciennes croyances. Je ne pensais pas aborder ces sujets lorsque j'ai commencé cette série d'enregistrements, mais je comprends avec vous aujourd'hui, et je vous en remercie, quelle est la nature exacte de ma relation à ces cartes, à ces questions, à ce tarot, et même à moi-même. Ce n'est pas par hasard si j'ai choisi d'évoquer la figure de l'ermite dans ces premiers épisodes. Ce n'est pas par hasard non plus si j'ai décidé de créer une chaîne de vidéos sur ces thématiques, spécialement dans ce contexte particulier. À titre personnel, l'année 2020 m'a mise à genoux. J'y ai perdu tour à tour mes vacances, puis mon travail, mes contrats, mes projets, mon appartement, ma voiture, mes possessions, une petite partie de ma santé et une grande partie de mes économies. Mais c'est surtout un sacré lot de certitudes, de croyances et d'illusions qui se sont dérobées. Je dis un sacré lot car c'est bien de sacré dont il s'agissait, d'immuable, d'intouchable, d'inviolable, d'intangible. Ainsi trahi par mes propres convictions, parfois par ma propre mémoire, ainsi à découvert sous le tumulte des incertitudes, locataire d'une chambre dans un château de cartes, c'est justement ce jeu qui souvent m'a forcé à examiner les choses, à les prendre physiquement en main. Ces images, immobiles dans le chaos, ces figures sans âge, familières et universelles, m'ont soufflé un écho de moi-même que je ne percevais plus. Et il ne s'agit pas de voyance, de croyance, de magie, de dons surnaturels, mais simplement d'un outil, d'un support à la réflexion, d'un prétexte à l'analyse. Lorsque je constate qu'une simple interprétation personnelle d'une carte de tarot, d'un archétype sur papier cartonné,
lorsque je constate que la simple lecture d'une image m'a poussé à réfléchir sur tant de sujets, à affiner ma pensée civique, philosophique, idéologique et même politique, j'en tire finalement, étonnamment, éperdument cette certitude. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de se mettre à l'écrire, maintenant, et par soi-même. Je vous remercie.